Trump, il a dit à Zelensky dans cet entretien brutal, si vous voulez pas faire de cessez-le-feu et de donner une partie du territoire conquis à l'armée russe, ça veut dire que vous êtes prêt à provoquer une troisième guerre mondiale. Rencontre Zelensky-Trump, que s'est-il passé ? Vendredi dernier, il y a eu un événement assez inattendu, assez surprenant. Les dirigeants américains ont commencé à être un peu agressifs vis-à-vis de Zelensky. C'était très choquant pour deux raisons. La première, c'est qu'on a clairement compris ce jour-là que les États-Unis d'Amérique lâchaient l'Ukraine. Et puis, on a également été choqués par la brutalité de l'échange. Ce type d'échange diplomatique devant la télévision, c'est très rare que vous avez un chef d'État qui se comporte un peu comme un mafieux, si vous voulez, ou un chef de gang. Quelles ont été les conséquences de cette rencontre ? Quelques jours plus tard, le porte-parole de la Maison-Blanche avait annoncé que les Américains suspendaient l'aide militaire fournie par les Américains à l'Ukraine. Donc si vous avez en même temps les Américains qui coupent leur approvisionnement en armes, qui coupent l'accès aux renseignements américains, et notamment aux renseignements militaires, par des satellites extrêmement puissants, ça veut dire qu'en gros, les Américains mettraient les Ukrainiens en grande difficulté. Et les conséquences diplomatiques internationales ? On s'est rendu compte que maintenant, Trump est en train de devenir un allié de Poutine. Vous savez qu'à l'Organisation des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle le Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, vous avez de manière permanente les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Depuis lundi 24 février 2025, les États-Unis et la Russie votent pareil au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, c'est vraiment un changement géopolitique très important. Quand on est confronté à une menace russe, qui est le cas des Européens, il y a lieu d'être inquiet. La relation États-Unis-Europe s'est tendue ? Ça serait inexact de dire que les États-Unis considèrent les Européens comme des ennemis. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que manifestement, pour les États-Unis d'Amérique, l'Europe, les Européens, ne sont plus un allié des États-Unis. Depuis 1949, il y avait une alliance militaire, qu'on appelle l'OTAN, dans le cadre de laquelle les États-Unis d'Amérique et le Canada et les pays européens, plus la Turquie, avaient dit, voilà, si jamais le territoire de l'un d'entre nous est agressé, tous les autres s'engagent à le défendre. Donc c'est pour ça que la situation est très sérieuse pour les Européens, parce qu'ils se disent la Russie est devenue un État très violent et potentiellement très agressif, et dans le même temps, le gouvernement américain, sur qui on pouvait compter depuis 80 ans pour nous défendre en dernier ressort, est en train de nous dire bah maintenant débrouillez-vous tout seul. Comment se défendre sans l'aide des États-Unis ? Les Européens ne sont pas prêts. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas incapables de se défendre. Ils ont des hommes, des soldats, beaucoup de matériel, mais vous voyez, ils n'ont pas tout et ils ne sont pas bien coordonnés. Et surtout, ils n'ont pas la force de dissuasion nucléaire. Le seul pays membre de l'UE qui a une force de dissuasion nucléaire, c'est-à-dire la France. Un autre pays européen qui est sorti de l'Union européenne il y a quelques années, qui s'appelle le Royaume-Uni. Mais ces deux pays-là, ils n'ont pas du tout l'arsenal des États-Unis. Tout l'enjeu, c'est comment est-ce que les Européens peuvent construire une Union européenne de défense, sachant que c'est pas en claquant des doigts, ça se fait pas en un jour, ça prend un peu de temps, et ça coûte de l'argent, ou ça suppose de dépenser l'argent qu'on dépense déjà autrement. Ça suppose par exemple de dire à Dassault, le grand avionneur français qui construit les Rafales, maintenant tu vas arrêter de jouer perso. Ça suppose un changement dans les mentalités, dans les habitudes des industriels, dans les habitudes des armées, dans les habitudes des états-majors, de faire une Union européenne de défense. Alors est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas ? Ça se fera si les gens en ont envie et votent pour des partis politiques qui disent c'est très important, ça se fera. Ça se fera pas en un jour. La France pourrait-elle partager son parapluie nucléaire ? La France a cette capacité, elle l'a développée, et à l'origine, elle l'a développée pour être justement avoir une force de dissuasion nucléaire autonome. S'il n'y a plus de dissuasion nucléaire américaine pour les Européens, les Européens, là, le futur chancelier allemand, il vient de dire, du coup, ça serait bien qu'on discute de dissuasion nucléaire européenne avec les Français, pour voir comment cette dissuasion nucléaire française, elle pourrait peut-être bénéficier à l'ensemble de l'Union européenne. Le débat est ouvert. Est-ce le début de la Troisième Guerre mondiale ? S'il y avait des pays qui n'étaient pas seulement l'Ukraine et la Russie, qui se mettaient à faire la guerre tout court et la guerre entre eux, ça serait ça une Troisième Guerre mondiale. On n'en est pas du tout là. La Russie pourrait-elle envahir la France ? Disons, avec les paramètres dont on dispose aujourd'hui, on ne peut pas considérer comme vraisemblable ou probable que l'armée russe se mette à attaquer la France ou l'Allemagne ou l'Espagne. Ce qui pourrait éventuellement arriver, je ne dis pas du tout que c'est probable, c'est improbable, mais ça fait partie des scénarios qu'il faut envisager, c'est que l'armée russe, si vous voulez, fasse un peu déborder son opération militaire qui est en Ukraine sur les pays frontaliers de l'Ukraine ou directement de la Russie. Donc partant de là, moi je crois qu'on est sur un conflit très régional. À quelles conditions peut-il y avoir une paix ? La Russie a conquis et envahi et conquis, je sais pas dans le sens qu'il faut le dire, 20% du territoire ukrainien. Un cessez-le-feu, c'est donner à Poutine
une partie de ce qu'il a conquis par la force, par la violence, de manière illégale, si vous voulez. C'est pas un cessez-le-feu qu'on veut, c'est une paix. La paix, c'est quand on se met autour d'une table et qu'on dit « nous, on veut bien arrêter la guerre à telle condition que les Russes se retirent des territoires ukrainiens qu'ils ont conquis ». Si les Ukrainiens n'étaient plus en capacité de se défendre, il y aurait un arrêt des combats et une victoire de la Russie. De toute façon, une paix, il y a forcément un vainqueur et un vaincu. Les alliés des Ukrainiens, autres que les États-Unis, continuent à dire « il ne peut y avoir de paix qu'une paix juste et qui permet aux Ukrainiens de retrouver leur souveraineté territoriale sur leur territoire en entier. Et ça, c'est pas demain la veille, puisque pour l'instant les Russes ne veulent pas. Donc du coup, les combats continuent.